Vous écoutez Paillettes et Préjugés, le premier podcast sur le genre et l'intimité des enfants. Comme moi! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Conversations de Paillettes et Préjugés. Je suis toujours Aline Laurent-Maillard, journaliste et autrice, et je suis aujourd'hui avec deux militantes et penseuses de la protection de l'enfance, Ève Simonet et Marion Caherc. Bonjour. Salut. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va et toi ? Ça va aussi. Très bien. On est ici du coup dans un studio gris avec le pull gris d'Ève, le gris du ciel, pour parler d'un sujet gris. Donc les violences faites aux enfants. On va commencer avec une question que nous envoie Camille, 37 ans, 3 enfants, sur les violences faites aux enfants. Bonjour, je m'appelle Camille et je suis la maman de 3 petites filles, 2 jumelles de 6 ans et une petite dernière de 1 an et demi. Quand j'étais petite, je passais mes vacances dans une maison qui a un jardin complètement ouvert sur la rue et je me souviens y avoir joué des heures avec mes cousins et le plus souvent sans la surveillance directe de nos parents. Récemment, j'y suis retournée avec mes filles et je me suis rendu compte que pour moi, c'était absolument impensable de les laisser jouer si j'avais pas les 2 yeux rivés en permanence sur elles. Et ça m'a fait prendre conscience de la place de ma peur dans les choix que je prenais en tant que parent. J'ai parlé cette histoire de jardin, mais j'hésite aussi à les laisser aller dormir chez d'autres enfants ou à les laisser dans des centres de loisirs en colo. Je vois pas comment je peux être sûre que des adultes mal intentionnés ne vont pas leur faire du mal. Et ça me fait réfléchir aujourd'hui à notre capacité en tant que parents à protéger nos enfants et en même temps à leur laisser le juste niveau de liberté. Alors la question que j'aimerais poser à Paillettes et Préjugés, c'est comment est-ce que je jauge cet équilibre? Comment est-ce qu'à la fois je protège mes enfants contre les violences, contre les adultes, et en même temps, comment est-ce que je ne crée pas une chape de plomb anxiogène, un peu liberticide autour de mes enfants? Donc, comme je vous le disais, pour répondre à cette question, merci d'ailleurs Camille de l'avoir envoyée, j'ai invité aujourd'hui Ève Simonet. Ève, c'est difficile de te présenter tant tu as fait de choses. Mais pour aller vite, je dirais que tu es, depuis l'arrivée de ton enfant il y a 5 ans et ta levée d'amnésie traumatique, tu dénonces les violences faites aux enfants, notamment à travers des documentaires, comme le documentaire Coup de poing, révolutionner l'enfance. Réinventer l'enfance. Réinventer l'avance. Voilà. Pourtant, c'est pas faute de l'avoir vu pour son avant-première. Et justement, ça a été un moment incroyable de le voir au cinéma, alors que normalement, on le voit plutôt en ligne. Parce qu'on était vraiment avec tout ce public. En fait, c'est un documentaire réinventer l'enfance qui est contre toute attente, doux et positif. Et tu dénonces aussi les violences faites aux enfants dans ton livre Autothéorie. Est-ce que tu peux nous dire où on peut les trouver ? Alors pour le documentaire Réinventer l'enfance, il est disponible gratuitement sur OnSuzanne, donc notre plateforme qui est dispo sur l'adresse on-suzanne.com. De toute façon, tous les liens sont en description du podcast. Et pour le livre, pour Autothéorie, il va sortir fin octobre et il est disponible en ligne aussi sur la maison d'édition Scylla Édition. Et donc, je pense que si on tape Autothéorie, on le trouve facilement. Les infos, elles sont sur mon compte Insta aussi. Voilà, et je pense qu'effectivement, j'ai beaucoup en parlé parce que j'ai la chance de le lire alors qu'il est encore en construction et c'est une tuerie. Marion, bonjour Marion. Bonjour. Et justement, moi j'avais envie de t'inviter aussi parce que toi tu permets vraiment d'imaginer d'autres possibles, de pas être que dans la critique et dans la dénonciation de ce qui se passe ici, mais aussi d'imaginer d'autres choses, puisque tu es spécialiste des droits de l'enfant et de la culture suédoise. Donc les deux ensemble, c'est important puisque c'est en analysant la culture suédoise que tu regardes comment est-ce qu'on pourrait créer une éducation qui se met à hauteur d'enfant. Tu as sorti un livre notamment qui s'appelle Une enfance en or, édition Marabout, qui explique comment la Suède est devenue le pays exemplaire en termes d'éducation sans violence. Alors, une enfance en or, c'est un super jeu de mots. Nord, le lieu, or, le métal précieux. Qui a trouvé cet incroyable jeu de mots ? C'est moi. C'est toi. Bravo. Moi, je suis une grande fan de jeux de mots, vraiment. Moi aussi, les jeux de mots et les métaphores. C'est génial. Mais alors, à la promo, je trouve ça toujours un petit peu compliqué. Genre, mon podcast Bienvenue bébé avec un
point médian, j'ai réalisé que c'était un très mauvais choix de mettre un point médian qui ne s'entend pas pour un nom de podcast. Voilà. Voilà. Donc, Oui, c'est comme moi, à la hauteur d'enfant, les gens ils mettent jamais le tréma entre hauteur et d'enfant. Ah, il y a Donc, un tréma. Bah oui, il y a un tréma. Enfin, moi, j'y ai mis un tréma, quoi, pour dire que c'est un concept particulier, quoi. L'enfant hauteur aussi. C'est un tiret, tu veux dire? Oui, un tiret, oui, c'est ça. Qu'est-ce que je tiens là en train de chercher? Qu'est-ce qu'un tréma, déjà? C'est les 2 petits points, tu sais, sur un E, par exemple. Ah oui, c'est ça, ou sur le A, oui. Oui, d'accord. Ok, Parce oui, que donc effectivement. Marion, tu as vécu longtemps en Suède, on va dire Oui, que non, c'est mais pour moi, ça que... Ah, mais on peut le dire de toute façon, parce que mon français, il a clairement pris assez cher. Bon, voilà, les présentations sont faites, on connaît toutes les limites de tout le monde, les trémas, le français, c'est super. Avant de répondre à la question de Camille, je voulais vous rappeler que Paillettes et Préjugés est un podcast indépendant, 100% gratuit et sans publicité, et qu'il existe du coup grâce à vos dons. Donc si vous voulez de nouveaux épisodes, et si vous le pouvez, vous pouvez aller tout de suite sur Ulule, le lien est en description du podcast. En plus, en contribuant, vous pouvez rejoindre la communauté WhatsApp de Paillettes et Préjugés dans laquelle les membres échangent plein de bons plans, plein de recommandations, de réflexions, analysent les épisodes. Enfin, c'est vraiment un endroit super. C'est parti, on y va. La question à 1 million d'euros. Ève, est-ce que tu t'es déjà posé la même question que Camille? À savoir, en gros, comment je fais pour protéger mes enfants des violences des adultes? Ce que j'entends dans la question de Camille, c'est que il y a aussi une peur, en fait, que finalement, cette protection, elle soit liberticide. Et pour moi, ça, c'est quelque chose, c'est une question qui s'est jamais posée. Parce que je comprends qu'on puisse avoir peur et qu'on se dise « Ah, mon Dieu, mais si jamais, en fait, je commence à douter de toutes les personnes, que je vois le mal partout, eh bien, je vais enlever de la liberté à mon enfant. » Alors que pour moi, dans cette démarche de sensibiliser les enfants, on n'enlève pas des libertés. Il n'y a pas de privation de liberté. C'est pas ça, en fait, qui est en jeu. C'est plutôt de se dire, OK, en fait, d'être lucide sur le fait qu'on vit dans un pays comme la France où aujourd'hui les violences sur les enfants, elles sont hégémoniques, elles sont partout, dans plein de formes différentes, que ce soit qu'on aille de la violence éducative aux violences sexuelles. Tous les enfants aujourd'hui se font maltraiter, dominer en France. Tu peux nous rappeler quelques chiffres? Quelques chiffres, oui. Alors sur les violences sexuelles, ce qu'on a comme chiffre, c'est 160 000 enfants par année. Un chiffre qui est à mon sens sous-estimé parce que c'est quand il y a des, c'est ne pas prendre en compte tous les enfants qui ne vont pas parler, c'est ne pas prendre en compte, oui, les enfants qu'on n'écoute pas, mais aussi, à mon avis, c'est absolument sous-estimé. Il me semble que c'est un parent sur 3 ou un parent sur 4 qui avoue commettre une violence éducative par semaine. Il y a le baromètre de la Fondation de l'enfance qui donne un peu ces chiffres. C'est un parent sur 4 qui tape au moins une fois par semaine. Qui tape au moins une fois par semaine. Au moins une fois dans la semaine précédant l'enquête, puisque l'enquête sur ce sujet-là n'a été faite que sur une semaine de temps. Donc c'est difficile du coup mais pour autant, comme elle a été faite 2 fois en 2022 et en 2024, on voit que c'est les mêmes chiffres. Donc on peut dire quand même au conditionnel qu'un parent sur 4 taperait au moins une fois par semaine. Et en fait, et c'est ça aussi qui est problématique, c'est qu'on manque vraiment de chiffres sur ces sujets-là parce que ça n'intéresse pas du tout les dirigeants, la classe politique aujourd'hui. Donc voilà, on se retrouve avec des chiffres de la Fondation pour l'enfance qui ils font bien ce qu'ils peuvent, mais du coup c'est un peu du bricolage et on n'a même pas les vrais chiffres. Mais on le sait on le sait qu'aujourd'hui voilà les enfants ils sont violentés. Et ils sont en danger en fait en permanence, que ce soit en dehors de chez eux, donc à l'école, etc. Mais surtout aussi dans leur propre famille. Et c'est aussi ça que je voudrais souligner en fait, c'est que souvent on va avoir un petit peu cette peur de l'autre, de l'étranger. On va avoir peur de mettre son enfant dans un environnement, et je comprends très bien pourquoi. Mais il faut quand même se rappeler que la majorité des violences contre les enfants, elle s'est fait en interne dans les familles, quoi. Et si on parle de violences sexuelles, c'est dans 84% des cas un membre soit de la famille élargie. Donc, je pense qu'aussi, il faut replacer le curseur là-dessus, de se dire attention, quoi. En fait, on a l'impression que c'est des gens qu'on connaît pas, des grands méchants, etc., qui vont faire du mal à nos enfants, alors que généralement, c'est vraiment des gens de la
communauté proche, quoi. Donc oui, hein, et pour moi, en fait, armer les enfants, protéger les enfants, ce n'est pas en opposition avec ne plus leur donner de liberté et les contraindre absolument dans tout et être avec eux. Enfin, pour moi, les deux ne vont pas du tout ensemble, et parce que. Et après, Marion, je te laisserai enchaîner sur ça parce que c'est ton sujet. Parce que, en fait, il y a deux choses dans la protection des enfants. Il y a à la fois, oui, les protéger, les armer, mais il y a aussi les considérer en tant que sujet de droit. Et donc, si on met les deux ensemble et qu'on n'a pas juste cette perspective de protection des enfants comme des petites choses vulnérables, et ben, ça change en fait toute la dynamique d'éducation et de réflexion par rapport à ce sujet-là. Oui, en fait, moi, il y a plusieurs éléments dans cette question de Camille. Mais en fait, pour moi, elle parle en fait du dilemme des droits de l'enfant. Le dilemme premier des droits de l'enfant, qui est le dilemme de la protection versus la participation. C'est-à-dire qu'elle veut protéger son enfant parce que l'enfant est un être vulnérable, mais elle veut aussi ne pas l'empêcher de vivre parce qu'il a une certaine autonomie et qu'il a une capacité de participation. Donc déjà, qu'elle se rassure, c'est le dilemme des droits de l'enfant par excellence, c'est normal. C'est complètement normal en fait de se poser cette question. C'est littéralement le fil d'équilibriste sur lequel on marche en tant qu'adulte quand on est en rapport avec des enfants. C'est peut-être une question très saine que devrait se poser tout parent. C'est le dilemme par excellence des droits de l'enfant. C'est-à-dire qu'ils ont à la fois un cerveau immature, comme on le dit beaucoup en France, et donc il faut effectivement les protéger parce qu'ils sont effectivement en développement. Il y a vraiment une dépendance de l'enfant vers l'adulte. Mais ils sont aussi des individus à part entière, et donc ils ont aussi une capacité de participation, ils ont le droit de donner leur avis, et en fait il faut aller faire un mélange de ces deux éléments qui, comme ça, d'apparence, sont incompatibles. Parce que comment finalement laisser participer quelqu'un qui a besoin de protection ? Seulement, si on ne laisse pas participer et si on ne voit que la protection, déjà, paradoxalement, on va handicaper la participation, en fait. Du coup, l'enfant ne pourra plus participer, puisque ça va être finalement, c'est plus de la protection, c'est du paternalisme. Je prends soin de toi au-dessus de ta tête parce que tu ne sais rien. Donc, la participation permet, et ça paraît, c'est un peu une gymnastique du cerveau, parce que la participation permet, effectivement, comme tu dis, la protection. Mais je pense qu'il faut être aussi conscient de ces éléments derrière. D'ailleurs, la Convention des droits de l'enfant, même si en France on n'est absolument pas bon là-dessus, c'est vraiment ces deux éléments-là, la protection, la participation. Et c'est ces deux éléments-là ensemble qui font des enfants des sujets de droit. Autant des objets de protection que des sujets de participation. Oui, et alors, justement, moi, c'est une discussion que j'ai souvent eue avec mes amis qui étaient surpris que moi, féministe, j'ose laisser mon enfant avec des adultes qui n'étaient pas moi. Je sais pas, ma marraine et son partenaire, mon meilleur ami qui est le parrain de mon enfant, ce genre de choses. Ou même que je laisse mon enfant jouer dans la résidence de mon immeuble, faire des tours de vélo avec juste la fenêtre vaguement ouverte, un peu à l'ancienne, les années 50. Et moi, en fait, ça m'attriste vachement, en fait, cette idée qu'on ne pourrait protéger les enfants qu'en les coupant des autres, alors qu'on sait, au contraire, que j'ai écrit un article d'ailleurs dessus dans Milk Magazine que je vous mettrai en lien. On sait que les enfants sont en train de vivre. On parle désormais d'enfants d'appartement, c'est-à-dire des enfants qui sont coincés dans leur appartement, qui du coup vont passer leur temps sur les réseaux sociaux, où là ils vont être soumis à encore plus de violence, parce qu'on ne les laisse plus sortir, on ne les laisse plus aller chez leurs amis, on ne les laisse plus découvrir la vie, et que tout ça crée une perte d'autonomie. Donc on ne va pas apprendre la vie si on n'a pas d'autonomie, on ne va pas grandir si on n'a pas d'autonomie. Des conséquences physiques. Là, j'avais noté que les jeunes de 9 à 16 ans ont perdu 25% de leurs aptitudes physiques en 40 ans. 25%, juste parce qu'en fait, les enfants ne courent plus dehors, ne vont plus au parc comme autant qu'avant. Et puis ça a aussi, bien sûr, un problème d'apprentissage de la diversité. Parce que si on n'apprend pas, si on n'a que ses parents comme modèle, c'est quand même triste, alors qu'on pourrait avoir les parents de ses amis, on pourrait avoir des grands-parents, des gens d'autres générations. Donc il y a vraiment quelque chose, à mon avis, qui me chagrine vachement quand j'entends comme ça, qu'on me dit pour protéger les enfants, en gros, il faudrait. Est-ce qu'on doit les enfermer ? C'est quelque chose qui me. Voilà, je pense que la question de Camille, elle est super intéressante sur ce point, parce qu'on voit bien que Camille, elle n'a pas envie de ça, mais elle se demande comment faire. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ève, je te laisse commencer. Toi qui as l'air de dire que on peut protéger les enfants sans les enfermer. Je pense qu'enfermer des enfants, c'est une violence, en fait. Comme tu le dis très justement, les enfants, pour se développer, ils ont besoin d'aller en dehors de leur figure d'attachement principale, d'aller de voir d'autres rôles modèles, de socialiser avec d'autres enfants, d'avoir leur vie propre à eux.
Et les enfermer, c'est pas du tout leur rendre service pour moi. Et surtout, encore une fois, quand on sait que la majorité des violences, c'est de l'intrafamilial, c'est à la maison, en fait. Donc c'est très, très important pour les enfants de pouvoir avoir d'autres personnes en qui ils ont confiance, avec qui ils créent vraiment un lien d'attachement. Les conseils vraiment pratico-pratiques pour comment faire, je pense que c'est une démarche, en fait. J'entends très bien qu'il y ait des personnes qui soient... qui aient peur, en fait, qui aient peur qu'il arrive du mal à leurs enfants, qui aient peur de tout, mais de là à arriver à un enfermement, c'est absolument pas quelque chose que je vais recommander, loin de là. Et moi, je vis ça avec Ferdi, hein. Je suis évidemment très au fait de toutes les violences qu'il pourrait potentiellement subir. Et Donc Ferdi, c'est ton enfant? Oui. Et pourtant, j'essaye de pas limiter sa liberté non plus, mais ce que j'ai fait, depuis qu'il est petit, c'est de le sensibiliser à ces questions et en fait de lui faire comprendre, à Ferdi autant que possible, que il y a des comportements des adultes qui sont pas acceptables. Donc depuis qu'il a 2-3 ans, je lui dis que par exemple les adultes ils ont pas le droit de crier sur lui, que c'est absolument interdit par la loi qu'un adulte lui hurle dessus, lève la main sur lui, enfin tout ça il est très très au courant, il le sait très bien. J'avais beaucoup aimé une anecdote que tu avais postée sur Instagram, Ouais. justement. Ouais, carrément. C'était vraiment un très beau moment parce que donc c'est vraiment une éducation que j'ai avec lui depuis son plus jeune âge, où vraiment je sors un peu de l'éducation traditionnelle avec une vision très adultiste de l'enfant, où c'est moi qui ai tout le pouvoir et mon enfant en fait n'a pas d'agentivité, n'a le droit de rien parce qu'il ne sait rien, justement cette vision dont tu parlais, Marion, qui est encore majoritairement appliquée en France. Et au début, on bricole avec des pots cassés parce que comme il y a aussi notre propre éducation à déconstruire nous, donc je dis pas que c'est un chemin qui est linéaire, loin de là, mais ça m'a fait vraiment de bien parce qu'il y a quelques mois, en fait, j'ai vu que c'était quand même très intégré dans sa tête, parce qu'on était au parc, un parc où il y avait du sable, parce qu'on était à la plage. Et il y a un parent qui s'est mis à hurler contre son enfant, et à lui dire qu'il faisait n'importe quoi, à mettre du sable partout. Donc, on était dans le sable, hein, donc voilà. Et en fait, je vois ça. Et Ferdi, il est allé directement voir l'adulte en lui disant « Mais en fait, t'as pas le droit de crier comme ça sur un enfant. » Et donc, je lui ai absolument pas demandé de le faire. Enfin, c'était pas du tout... Spontané. C'était vraiment spontané, vraiment de sa part. C'est la première fois qu'il s'est interposé comme ça. Et en fait, j'ai vu que le message était passé. Après, je me suis dit aussi, oh là là, il aurait pu se mettre en danger, parce que l'adulte, il aurait pu, je sais pas moi, le violenter ou quelque chose. Donc en même temps, ça m'a à la fois bouleversée, parce que j'ai vu que du coup, le message était passé et qu'il a vu une situation qui lui paraissait totalement anormale et qu'il a pris la parole pour cet enfant. Et en même temps, on est dans un monde où on ne sait pas les réactions des adultes. Donc, j'ai un peu eu peur aussi sur le moment. Mais c'est parce que Ferdi, il me voit, depuis qu'il est né, m'interposer dans la rue quand il y a ce genre de problème, en fait. Je fais ça, et parfois, ça me fait aussi peur à moi, mais parce que c'est quand même de manière régulière, hein, vraiment plusieurs fois par an, je croise dans la rue des parents qui hurlent sur leur enfant, c'est vraiment des scènes absolument horribles. Et donc, c'est une question, voilà, d'éducation, de ce que j'essaye de porter, les valeurs que je défends. J'essaye vraiment de verbaliser beaucoup avec mon enfant, à travers des discussions qu'on peut avoir, à travers des livres, à travers même les disputes qu'on peut avoir avec Ferdinand, où j'essaye de me remettre aussi moi en question et d'aller lui parler. Donc, c'est comme ça que moi, j'essaye en fait de lui donner un peu une vision de ce que dans mes yeux c'est d'être un enfant. Et donc en fait, c'est d'avoir le droit de parler, c'est d'avoir le droit de savoir ce qui est normal ou pas, et même si c'est pas dans les logiques dominantes, parce qu'il est à l'école, hein, donc moi parfois j'arrive à l'école, il se fait hurler dessus, j'entends les maîtresses, les personnes qui hurlent sur les enfants, et donc on va pas pouvoir les protéger de tout.
Ça, c'est certain. Mais ce que je fais quand j'entends ça et que j'arrive à l'école, c'est qu'ensuite, j'en parle avec Ferdinand. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas normal que là, la TSEM ou la maîtresse ait levé la voix comme ça. C'est aussi en parler, en fait, avec les personnes de l'école. Là, je me suis présentée en tant que représentante déléguée des parents d'élèves, machin, pour pouvoir justement aussi avoir une voix là-dedans. Donc voilà, je dirais que c'est en étant dans l'action aussi qu'on évite de se replier sur soi-même et qu'on évite juste de voir le négatif, parce qu'il y a beaucoup de positifs aussi à donner de la gentilité aux enfants et à les faire grandir dans ce modèle-là, quoi. Si je mets ma casquette de bonne française, si tu ne cries pas, comment est-ce que tu fais pour que les enfants ne deviennent pas des enfants rois et soient tout permis et nous embêtent et prennent notre place? Et c'est là que je te file la parole, Marion. Est-ce qu'on peut élever des enfants? Est-ce qu'on peut élever des enfants sans crier, sans violence? Alors j'entends la question, parce qu'évidemment on va tout de suite tomber sur du pratico-pratique. Pour autant, tout ce que tu me dis, moi, ça me fait faire plein d'autres corrélations aussi qui sont importantes. En fait, est-ce qu'on peut élever des enfants sans violence, quoi, concrètement? Aujourd'hui, en France, comme tu le dis très bien, les violences, elles sont partout. Elles sont à la fois, effectivement, de personnes potentiellement inconnues ou connues de l'enfant, mais hors de la famille. Mais en fait, il ne faut pas, je pense, en tant qu'adulte, se mettre en dehors de ce système de violence. C'est-à-dire que même les personnes qui sont actives, qui sont militantes, qui ont un engagement pour ces questions-là, elles sont quand même dans un système qui représente cet infantisme. Et donc, elles font partie de ça aussi, à différents égards encore, et à différents niveaux, bien sûr. Je me permets d'ajouter une anecdote, c'est que quand je t'ai interviewée en amont du podcast, j'étais avec mon enfant. Ouais. Et qui arrêtait pas de venir me voir pour une question de serviette ou je ne sais quoi, et que j'ai légèrement monté la voix, et je me suis sentie, du coup, mince, il y a Marion Kerk au téléphone. Et je me suis dit, est-ce que tu avais besoin de lever la voix? En fait, j'ai fait genre, bah non, en fait, t'aurais pu continuer à dire avec la même voix que la première fois, débrouille-toi, Jo. La serviette est à côté de toi. En fait, pour moi, la question, c'est pas tant de lever la voix. La question, pour moi, c'est de mettre les enfants dans des situations qui sont trop... Il y a trop d'attentes vis-à-vis d'eux. C'est-à-dire que pour moi, voilà, un adulte qui téléphone à un autre adulte le soir, il n'y a pas de souci, parce qu'on a tous nos vies, on a tous... Mais en fait, il faut partir du principe que l'enfant va vouloir l'attention. C'est normal, surtout à 4 ans. Enfin, donc si l'enfant veut l'attention, évidemment, ça te pose un problème pour l'adulte, parce que bah non, moi je veux parler au téléphone. Donc, mais c'est pas l'enfant qui a la responsabilité de cette situation. Cette situation est pénible, cette situation est embêtante, puisque du coup on est embêté pour parler éventuellement. Enfin moi en l'occurrence ça m'embêtait pas, mais j'ai vu que toi ça t'embêtait un peu. Ça m'embêtait parce que je suis habituée à parler à des personnes françaises. Je suppose que ça t'embêtait vis-à-vis de moi de toute façon, c'est sûr. Oui bien sûr, je dis pas que ça t'embêtait toi, mais tu étais gênée par rapport à moi quoi. Mais en fait l'enfant finalement il va venir faire l'amortisseur de cette frustration. Alors qu'en fait, on peut pas mettre les enfants si jeunes dans des situations comme ça et penser que ça va bien se passer. Si ça se passe bien, c'est même assez... Moi, j'ai trouvé que ça s'est passé assez formidablement bien. C'est assez miraculeux, quoi, à cet âge-là. Mais si ça se passe pas bien, la frustration, elle est légitime, d'être embêté, d'être irrité, Mais en fait, le réflexe qu'on va avoir en France automatiquement, c'est que ça va tout de suite aller être la responsabilité de l'enfant. Et moi, le problème, il est là pour moi en France, et ça, on le fait tous. Ça, c'est vraiment c'est un cadre social extrêmement, extrêmement puissant. C'est que l'objectisation de l'enfant, elle a aussi fait qu'on a inversé les rôles, et c'est-à-dire que c'est l'enfant le coupable et c'est l'adulte la victime. À différents niveaux, encore une fois, on peut autant parler des violences sexuelles, voilà, mais aussi dans la vie quotidienne, où on va finalement aller mettre la responsabilité des situations sur les épaules de nos enfants, et quand ça va pas bien se passer, ou quand ça va vers des problèmes, en tant qu'adulte, à différents égards, on va se victimiser, quoi. C'est « oh là là, mais t'aurais pu faire ça, oh là là, mais t'es insupportable », alors qu'en fait, non, c'est pas l'enfant de base qui a... Parce que, comme tu l'as aussi très bien dit, c'est l'adulte qui a le pouvoir. Donc si l'adulte a le pouvoir, l'adulte a la responsabilité. Donc c'est pour ça, en fait, on a tout un cadre social qui, littéralement, en France, nous empêche d'aller sur un discours centré sur les droits de l'enfant, vraiment. Donc il faut à la fois être conscient de ça et essayer un maximum de se conscientiser pour se déconstruire, parce qu'on a besoin de se déconstruire en France, clairement. Mais il faut aussi être conscient qu'on ne peut pas pleinement se déconstruire tout seul, et que donc on reste une partie du problème, bien qu'on soit aussi une partie de la solution. Donc c'est très complexe, et comme tu le dis aussi très bien, il faut, je pense, du coup, encore plus ouvrir les portes sur le monde extérieur, parce que même en se mettant soi-même, je la comprends tellement, l'envie d'aller se mettre tout seul avec son enfant contre le monde,
parce que l'école, parce que les incite qui crient, parce qu'il y a pas de confiance envers le système, concrètement. Mais en même temps, d'aller s'enfermer aussi avec son enfant, c'est aussi le mettre dans nos propres biais, qui seront aussi potentiellement problématiques. Donc c'est compliqué. Ce sont des dilemmes vraiment mis à leur point le plus culminant, quoi, enfin, en France, quoi, vraiment, je trouve. Et dans ton livre, tu dis qu'on doit passer d'un filtre de la confiance à un filtre de la méfiance à un filtre de la confiance, et notamment en développant une culture de la relation. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est pour toi la culture de la relation ? Alors déjà, je vais parler des filtres. En fait, c'est l'idée dans les sciences modernes de l'enfance et de la jeunesse, c'est l'idée que l'enfance, évidemment, c'est une période biologique de la vie où l'être humain est petit. Bon, voilà, on est à peu près tous d'accord là-dessus, bien qu'on peut aussi discuter comment. Mais surtout, ou en tout cas aussi, c'est une construction sociale et culturelle. C'est-à-dire que l'enfance, elle se vit pas pareil dans différents endroits du monde, à différentes époques. Il y a des contextes qui créent aussi l'enfance. Qu'est-ce qu'on pense en tant qu'adulte qui est une bonne enfance ? Il y a beaucoup de gens que la bonne enfance, c'est l'enfance de l'innocence. C'est l'enfance où justement, il n'y a pas d'histoire de violence parce que les enfants sont trop petits. Tout ça, c'est des idées, des espoirs, des théories qu'en tant qu'adulte, on a et qu'on va aller finalement imposer aux enfants. Ce qui est normal de toute façon, comme les enfants sont en position de non-pouvoir vis-à-vis de nous, on leur impose notre vision de l'enfance. On peut pas tellement faire autrement, on leur impose nos valeurs, quoi. Mais c'est normal aussi, ça fait partie de l'interaction humaine. Et ça fait partie du dilemme des droits de l'enfant. Il y a cette idée que si l'enfance est une construction sociale et culturelle et qu'elle est différente dans différents endroits, alors on peut parler du filtre de la vision de l'enfant, pour justement les mettre des mots sur cette construction sociale et culturelle, finalement. Donc en France, moi j'ai parlé du filtre de la méfiance, parce que tout est fait, en fait, dans notre cadre social pour verticaliser la relation entre les adultes et les enfants, avec l'enfant objet d'éducation et l'adulte finalement tout puissant dans sa position d'autorité. Donc c'est vraiment un filtre de la méfiance. On part très souvent du principe que l'enfant, il veut nous embêter, mais c'est aussi parce qu'on a été baigné dans ces représentations, c'est parce qu'on a ces idées-là sur l'enfance, ces théories-là sur l'enfance, ça vient pas de nulle part. C'est très ancré. Le filtre de la confiance, c'est un peu l'inverse, finalement, qui est plus un regard donc suédois, où on va beaucoup plus être sur des théories qui vont voir l'enfant comme compétent, comme un être de lien et de relation, d'interaction, qui est pas là pour embêter l'adulte, mais qui est là pour finalement apprendre du monde et surtout être en lien. C'est beaucoup plus la théorie de l'attachement, quoi, qui est derrière le filtre de la confiance. Et forcément, si on a des filtres en tant qu'adulte différents en regardant les enfants, c'est-à-dire qu'on va avoir le même enfant qui a le même comportement, mais on va pas interpréter ça de la même manière en fonction du cadre social duquel on vient. C'est totalement, encore une fois, totalement normal. Et c'est quelque chose qui nous dépasse, littéralement. C'est très difficile. Moi-même, je veux dire, j'ai passé presque 15 ans en Suède. Le filtre de la méfiance, il y est aussi dans ma tête. On va dire que j'ai un peu les deux et je choisis. Je choisis l'un ou je choisis l'autre, parce que je suis en plus parfaitement consciente de toutes les théories et les représentations qui se trouvent derrière. J'ai l'apport théorique là-dessus. Mais ce qui est absolument passionnant, je trouve, justement, quand on regarde les Suédois, c'est qu'ils n'ont pas le filtre de la méfiance. C'est ce que j'appelle le bouclier culturel. C'est-à-dire qu'ils ont ce naturel, en fait, parce qu'eux n'ont pas à se déconstruire, ils sont construits différemment. Donc ça facilite énormément les choses, en fait. J'adore, dans ton livre, tu expliques au début que quand tu parles du concept d'enfant roi, en Suède, on ne te comprend pas, on te dit genre les enfants de la famille royale. Et ça les dépasse. Oui, ça c'était une anecdote. Quand je suis arrivée en Suède, que j'ai voulu en savoir plus et que j'ai demandé effectivement ce qu'ils pensaient des enfants rois, et qu'une enseignante, elle était très embêtée parce qu'elle comprenait pas ce que je disais, quoi. Ouais, non, mais c'est sûr, il y a comme ça, il y a toute une sémantique, en fait, la sémantique, de toute façon, on le sait aussi, ça aide les représentations et ça aide aussi les différentes constructions sociales. C'est pareil pour l'enfance. C'est-à-dire que la sémantique française, elle accompagne vraiment ce filtre de la méfiance. Et forcément, si on est dans un filtre de la méfiance et si on voit les enfants comme de potentielles menaces et qu'on veut une verticalité, on va être lancé dans la culture de la punition, moi comme je l'appelle, où forcément ça va être un rapport de force, ça va être un jeu de pouvoir initié par l'adulte, et qui va plus ou moins mal se passer. En tout cas, clairement, on va noyer la confiance, il n'y aura plus de confiance. Alors que le filtre de la confiance, il va amener à la culture de la relation, et là on rentre dans tous les possibles pour aussi protéger les enfants. Parce qu'on ne peut pas protéger des enfants qui ne nous font pas confiance. Ouais. Voilà, non, mais je pense que c'est vraiment la clé du sujet, quoi. C'est si nos enfants, les enfants comprennent tout, et donc si les enfants comprennent qu'il y a une relation de domination
que c'est normal qu'on leur dise de se taire, que c'est normal qu'on monte un peu la voix, pourquoi est-ce qu'ils penseraient que ça serait pas normal chez d'autres, que ça serait pas normal en plus fort? C'est toute cette question du modèle en fait qu'on montre aussi à nos enfants. Concrètement, comment est-ce qu'on passe de cette vision de la méfiance à la vision de la confiance? Comment on crée cette relation forte avec son enfant? Oula, alors écoute, moi j'ai pas de recette toute faite, hein, évidemment, mais je peux parler un petit peu de mon chemin avec mon enfant. Déjà, c'est quelque chose, comme le dit Marion, qui est tellement ancré à la fois dans notre propre éducation, dans notre propre cadre social qui est absolument partout. Et en fait, on a été construit sur ces bases-là de domination, d'adultisme nous-mêmes. Alors, est-ce que tu pourrais rappeler ce que c'est que l'adultisme? C'est sur les enfants. Voilà, Ouais, ok, très bien. C'est ça. Rapide, efficace. C'est ça. Donc, pour moi, il y a pas de recette toute faite où en fait, un programme de 12 étapes, on pourrait passer justement d'adulte complètement en position de domination sur les enfants et d'un coup, on devient conscient de tout. Je pense que c'est un chemin de longue haleine, que c'est un travail de tous les jours. Moi, pour ma part, ça s'est passé par au début, beaucoup de relecture de ma propre enfance et de mes propres traumas, en fait, de ce qui s'était passé et de me reconnecter un peu à l'enfant que j'étais. Parce que pendant très longtemps, je me suis coupée de l'enfant que j'étais pour essayer de devenir une adulte plus ou moins qui fonctionne dans notre monde, on va dire. Et c'est quand j'ai découvert que j'étais enceinte où j'ai repris un travail en thérapie et j'ai essayé de me reconnecter à l'enfant que j'étais, aux émotions très négatives que je ressentais. Je me souviens, moi, ressentir extrêmement fort l'injustice et de la colère envers les adultes quand moi j'étais petite. Vraiment, ça c'est waouh, quoi. C'est un truc qui est vraiment très ancré et que pendant vraiment beaucoup d'années j'ai mis de côté parce qu'en fait c'était ainsi en fait. Enfin, j'avais jamais. J'avais pas conscience que c'était pas normal, mais du coup, ça a été une première étape pour moi dans cette reconstruction avant d'accueillir mon enfant, et ça continue toujours aujourd'hui. Je suis encore dedans. Autothéorie, c'est sur ça d'ailleurs, c'est sur ma colère contre les adultes en grande majorité. Et comment on se reconstruit? Donc, je pense que c'est passé par reconnecter avec cette partie de moi qui criait l'injustice et qui, en fait, aujourd'hui, crier dans le vide? Bah ouais, mais aujourd'hui ça me paraît important quand même de se reconnecter à cette part-là parce que sinon on n'est que l'adulte et on n'est plus l'enfant. Et c'est passé par beaucoup de lectures aussi, énormément de lectures sur justement cette culture de la domination. Donc il y a eu le livre de Marion, il y a la culture de l'inceste, il y a le berceau des dominations. Enfin, il y a quand même une littérature qui existe sur ce sujet, mais qui est plutôt spécialisée sur les violences sexuelles. Hein. On n'a quand même pas énormément de livres aujourd'hui qui vraiment mettent en perspective tous les rapports de domination qu'on peut avoir sur les enfants et surtout les conséquences. De me renseigner, je me suis prise de passion pour tout ce qui était théorie de l'attachement parce que je voyais bien que mon propre attachement était totalement insécure et que du coup, il y avait des répercussions partout. Donc, je suis arrivée à cette théorie de l'attachement et ça a été de la pratique de tous les jours avec mon enfant aussi. Et en fait, plus le temps passe et plus je vois l'adultisme partout. Et c'est très anxiogène aussi d'ailleurs, hein, parce qu'on a l'impression d'être un peu seul contre tous. Et du coup, c'est aussi très important, je trouve, de trouver des personnes qui sont d'accord avec nous. C'est pour ça moi, j'adore le temps qu'on passe ensemble avec Marion, avec toi aussi. Et que voilà, c'est un chemin émancipateur, de déconstruction, qui demande de soigner ses propres traumatismes, qui demande de se reconnecter à son enfant, qui demande en fait de l'apprentissage sur sur la vision qui n'est pas une vision de domination. Donc ça passe beaucoup par ce qui se passe en Suède, parce qu'il n'y a pas énormément beaucoup d'autres pays malheureusement qui sont exemplaires sur ces sujets-là et essayer de s'entourer des personnes un peu comme nous, quoi. Mais c'est long, c'est fastidieux, mais à la fin, je trouve que moi maintenant c'est devenu un mode de vie, hein, donc Parce que toi, Marion, tu disais que l'important c'était quand même de pas bêtifier les enfants, de considérer que ce sont des êtres capables et notamment de les respecter, de respecter comme on respecterait en fait des adultes. Et aussi, du coup, de leur parler des choses et de ne pas leur cacher nos angoisses aussi. Est-ce que tu pourrais m'en dire plus dessus ?
Oui, je peux d'abord... Vas-y. Parce que du coup, pour moi, il y a 2 éléments en fait sur le concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire, parce que évidemment, on veut du concret. Moi, j'aime plus poser des questions que donner des réponses, hein, parce que concrètement, c'est ça l'aspect systémique. Mais pour moi, il y a 2 éléments. Il y a effectivement sa propre enfance, et en France, souvent, il y a besoin, clairement, parce que la plupart des gens ont été quand même victimes de violences, hein. Donc, il y a des systèmes nerveux et il y a des attachements insécures, et enfin voilà, c'est évident. Et il y a, je pense, en France, quand même une majorité écrasante du discours qui est là-dessus, sur justement réparer sa propre enfance, aller en thérapie, l'enfant intérieur. On en a quand même énormément parlé en France, quoi. Mais je pense aussi, et c'est là en tout cas moi que j'essaye d'amener ça, qu'il y a aussi cet aspect justement global et systémique. Il n'y a pas que notre propre enfance, parce qu'il y a aussi des gens qui n'ont pas été violentés, et enfin moi j'ai déjà eu pas mal de conversations avec des gens qui n'ont pas vécu de violence dans leur enfance, qui n'ont pas été frappés, qui n'ont pas été punis, qui n'ont pas, voilà, et qui pour autant le font avec leurs propres enfants. Donc il y a aussi tout un cadre social qui nous baigne de toute façon, peu importe notre propre vécu, dans une violence systémique et dans voilà, l'adultisme, l'infantisme, la discrimination envers les enfants, la misopédie, le mépris envers les enfants. Donc il y a tous ces éléments-là qui sont très importants. Pour moi, il faut agir aux 2 endroits. Et je pense qu'il y a énormément de littérature et de gens qui ont attrapé le premier pan, qui est le pan de l'enfant intérieur, de l'enfance qu'on a soi-même vécue. Moi, j'essaye vraiment d'attraper en fait le pan systémique sur les représentations, sur le cadre social, parce que je pense que l'un sans l'autre, on peut pas, aussi parce qu'on va aller mettre la responsabilité uniquement sur les épaules des gens individuellement, en leur disant finalement c'est ta responsabilité, va en thérapie, quoi. C'est trop facile d'aller dire aux gens d'aller se soigner de leur traumatisme, de pratiquer l'éducation positive aussi, comme on l'appelle en France, alors qu'en fait tout dans le cadre social rend cette éducation dite positive complètement sans contour. On comprend pas ce que c'est, on voit ça comme un quick fix. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait en France ? On s'en prend à cette éducation en disant c'est absolument n'importe quoi. Ça n'est pas n'importe quoi, c'est juste que ça ne matche pas dans le cadre social français. C'est le rond dans le carré, quoi, un peu, tu vois. Mais donc, il vaut mieux aller interroger le cadre social, qui est le problème de base, plutôt qu'aller interroger ce qu'on appelle donc l'éducation positive, mais qui est en fait concrètement les droits de l'enfant, hein, qui est une avancée certaine, qui date d'un siècle, on dit toujours qu'on manque de recul, on manque absolument pas de recul sur les conséquences d'une éducation non violente, hein. Il y a plein de gens dans d'autres pays qui vivent ça depuis très longtemps, donc il n'y a pas que la Suède non plus, hein, même si la Suède est la pionnière. Donc ça, c'était pour dire ça. Et donc, pour répondre à la question qui était donc... Comment est-ce qu'on fait Oui, la bêtification des enfants. Voilà. Oui, ça y est, j'y suis. Oui, c'est cette idée aussi, finalement, que le discours, encore, donc c'est aussi une corrélation de toute façon avec ce que je viens de dire, le discours en France, il a été quand même majoritairement, presque exclusivement, en fait, je dirais, le discours de l'enfant immature. L'enfant immature qui est en développement, donc il faut avoir finalement une indulgence pour les comportements qui ne seraient pas adaptés, parce que l'enfant n'est pas fini, entre guillemets, quoi. Oui, mais c'est ça, hein, concrètement, ce qu'on a dit aux gens, quoi, hein. Et donc, du coup, on va appeler à l'indulgence de l'adulte pour qu'il protège l'enfant, de manière à pas littéralement entraver le développement de son cerveau, en gros. Bien sûr, c'est évident que le cerveau de l'enfant est en développement, tout ça, bon, je remets absolument pas ça en question. Mais le discours prédominant, c'est ça qu'on dit, oui, en Suède, c'est pas le discours de l'enfant vulnérable uniquement, c'est aussi le discours de l'enfant compétent. Et l'enfant compétent, c'est un enfant en développement, mais ça devient presque un peu secondaire, ou en tout cas c'est la base sur laquelle on est, mais après c'est surtout l'enfant en fait qui a absolument le droit de participation, il a son mot à dire, donc il a aussi parfaitement, oui, le droit d'avoir accès au monde tel qu'il est, et non pas un monde comme ça romantisé, qui n'est pas. Le monde n'est pas romantisé, le monde est compliqué. Les enfants, ils ont aussi des angoisses, des angoisses par rapport au climat de nos jours. Enfin, ils ont des angoisses qu'on n'avait pas, nous, peut-être aussi quand on était plus petits. Il y a aussi énormément de questions qui se posent avec les écrans, bien que je ne souscris absolument pas à la panique morale autour des écrans. Et ça, c'est un autre sujet, donc je vais pas en parler. Mais il y a plein de questions qui se posent, du coup, au niveau des écrans aussi. Et en fait, les enfants, faut les accompagner là-dedans. Faut pas les
enfermer ou les bloquer de ces endroits-là, ou les interdire, ou allez, on interdit les écrans, il n'y a plus de problème. Non, le problème subsiste en fait, on les outille pas, quoi. Donc le discours suédois, il va être beaucoup plus en fait d'aller accompagner l'enfant comme un être de compétences, de capacités. Et c'est là qu'il y a vraiment les droits de l'enfant. Il n'y a pas les droits de l'enfant pleinement, uniquement dans le discours de la protection de l'enfance exclusive. Il n'y a pas que la protection de l'enfance, il y a aussi la participation. Et à mon sens, vraiment, l'enfant compétent, figure nordique extrêmement forte, mais qui du coup est vraiment très très ancrée en Suède, c'est là qu'on arrive vraiment à pas annuler la symétrie de pouvoir entre les enfants et les adultes, parce que de toute façon on peut pas et on veut pas, mais en tout cas c'est là qu'on arrive au maximum à la désamorcer pour justement ne pas en faire une asymétrie de pouvoir qui va se traduire par des violences et par un abus de pouvoir en fait de l'adulte sur l'enfant. J'ai une anecdote pour tu vois, pas plus tard que hier, j'étais avec une personne qui collabore avec nous, et on parlait du management des équipes. Et à un moment, elle me dit oh là là, mais travailler avec des adultes, c'est comme les enfants, quoique c'est encore pire parce que eux, ils ont un avis. Tu vois. Et ce genre de phrase, et tu sais, c'était dans la discussion, et je pense qu'il y a quelques années, j'aurais peut-être même pas relevé. Mais en fait, ça traduit énormément de la mentalité en France, en fait. C'est les adultes, c'est encore plus relou, mais parce qu'ils ont un avis comme si les enfants, en fait, eux n'ont pas d'avis, quoi. Et surtout, ça part du principe que les enfants sont relous. Oui. Et que ça va contre l'évidence que les adultes soient plus relous que les enfants. Non, l'état normal, c'est enfant plus relou. Ouais, et surtout que du coup, les adultes ont un avis, quoi. Donc vraiment, tu vois, c'est ces petites phrases parfois, après quand t'es sensibilisé vraiment sur la question, que tu relèves un peu partout et qui sont tellement traductrices, en fait, justement. Ouais, elles traduisent une vision, c'est une sûr. vision, quoi. Ouais, sûr, complètement. De toute façon, l'enfant compétent en France, on le voit pas. Pourquoi ? Parce que c'est l'adulte incompétent. Enfin, pardon, c'est un peu... Mais en l'occurrence, c'est ça. On a vraiment cette idée, et en France, je l'ai tellement entendu, des gens qui connaissent absolument pas les droits de l'enfant et qui disent oui, mais bon, le droit de participation de l'enfant, il a une condition, c'est le discernement de l'enfant, comme c'est écrit dans la Convention des droits de l'enfant. Il faut que l'enfant il ait du discernement. Donc les petits enfants n'ont pas de discernement, donc il n'y a pas de participation. Point final. Oui, mais c'est cette idée en fait qu'on va aller finalement enlever à l'enfant ses capacités pour justifier cette protection qui va se transformer en paternalisme. Mais pourquoi ? Pas parce qu'on est malveillant. Parce qu'on l'est globalement quand même pas, mais surtout parce qu'en fait, mais en France, on est incompétent sur le sujet. Parce que notre cadre social nous aveugle, nous imprègne de cette culture de la punition et nous rend littéralement analphabètes des droits de l'enfant. Et c'est ça aussi qui mène qu'aujourd'hui, en fait, tu vas parler avec des personnes qui ont subi des violences et qui vont te dire « Mais moi, je remercie mes parents, en fait, de m'avoir frappée parce que je suis la personne que je suis aujourd'hui. » Tu te rends pas compte le nombre de fois où on me l'a dit quand je travaillais sur Réinventer l'enfance, ou même en message Insta, tu dois en avoir des trucs comme ça aussi, toi. Au quotidien, quoi. Mais heureusement qu'ils m'ont violentée. Du coup, en fait, la justification de la violence, elle est sans fin, en fait, après, quoi. Mais en fait, ça fait beaucoup penser aussi à la façon dont les femmes étaient traitées. Les femmes sont toujours maltraitées. Mais je veux dire, particulièrement dans le passé, effectivement, on entendait les mêmes choses. Les femmes n'ont pas de discernement, donc elles c'est leur mari qui doit voter pour elles, c'est leur mari qui doivent décider de leur course. Et on voit bien maintenant que, aux surprises, en fait, elles étaient capables. Alors, il y a de belles corrélations. Après, moi, je suis quand même... il faut faire quand même attention parce que les femmes et les enfants, c'est quand même pas pareil. Bien sûr. Dans le sens que les femmes, clairement, on veut notre pouvoir. Hein, voilà, point final. Les enfants, on peut pas leur rendre le pouvoir à 100%. Il y a plein de risques et de dangers à vouloir aussi uniquement, comme ça existe aussi en France, bien que ce sont des mouvements extrêmement minoritaires aujourd'hui, mais de personnes qui ne voient que par leur participation et qui finalement veulent aller abroger la protection. Ouais. C'est pas non plus, encore une fois, on est sur le fil d'équilibriste, c'est pas agréable d'être sur un fil d'équilibriste, mais clairement, faut qu'on y reste, quoi. Donc, si je comprends bien, on peut, et peut-être même on doit, permettre à nos enfants d'aller sortir du domicile, d'aller en colo, d'aller en soirée pyjama, de rentrer de l'école avec d'autres adultes... toutes ces choses. Mais comment on s'assure que si quelque chose arrive aux enfants, nos enfants vont se sentir capables de nous en parler et qu'on va réussir à les écouter ? Ce sera la dernière question. Pour moi, c'est forcément une résultante d'un ensemble d'actions qui ont été menées avant. On ne peut pas s'attendre à juste, par exemple, si on a parlé une fois avec son enfant...
éventuellement de ces sujets de violence, etc., que en fait, s'il n'y a pas cette question de confiance entre l'adulte et l'enfant, que l'enfant va venir nous raconter ce qu'il a vécu de grave ou ce qui s'est mal passé ou s'il a vécu des violences. Enfin, on peut pas espérer ça, et c'est ce que disait Marion tout à l'heure. S'il n'y a pas une relation de confiance très très forte dans la relation de l'enfant envers l'adulte, ben on peut pas espérer qu'un enfant aille parler, aille dire. Donc Est-ce qu'il faut faire rajouter dans sa routine du soir, tu crois, des moments où on demande à son enfant, alors comment s'est passée ta journée? Moi, ma journée s'est passée comme ça. Quelles sont tes émotions? La météo des émotions. Ça, c'est de la discussion, en fait, pour moi. C'est de la discussion qui, oui, j'espère que les parents demandent à leur enfant comment s'est passée la journée de l'enfant à l'école, mais ça va plus loin que ça pour moi. Il faut vraiment... c'est cette question de confiance, mais qui doit être infusée dans tous les rapports avec l'enfant, que l'enfant il sache aussi en fait dans quel cas violence il y a, donc ce qui est normal ou pas normal, est-ce qu'on a le droit de lui faire ou ce qu'on n'a pas le droit de lui faire, parce que c'est des logiques en fait. Les dominations, c'est un continuum, donc c'est un vrai travail de cultiver cette relation de confiance, de pouvoir parler en fonction de l'âge aussi, de manière adaptée aux enfants de ces questions de violence pour qu'ils soient quand même au fait, sans remettre la responsabilité évidemment sur les enfants. Je crois que dans l'épisode bonus de la semaine prochaine, on vous donnera des recommandations de livres justement pour parler avec les enfants de violence. Bah ouais, sans les traumatiser. Bah non, ouais, bien sûr, sans les traumatiser, mais voilà, en tout cas, je sais que, pour moi, ça passe vraiment par, c'est un travail de long terme, de longue haleine, et aussi, d'avoir les signes, en fait, de savoir en tant qu'adulte comment est-ce que je reconnais si mon enfant probablement vit une période de difficulté, est-ce que mon enfant... savoir lire aussi son enfant, en fait, et que ça soit une dynamique dans les deux sens. Que l'adulte soit suffisamment aussi attentif à son enfant, que la relation de confiance elle soit suffisamment solide, que l'enfant il soit sensibilisé à ces sujets pour éventuellement que si jamais il y a un problème, l'enfant se sente d'en parler à un adulte de confiance, quoi. Oui, mais totalement. La confiance, ça semble évidemment de toute façon le lit de tout. C'est pour ça que la culture de la relation est très importante, justement, pour aller créer une relation qui est celle de la confiance à long terme et non pas de l'obéissance à court terme, qui certes est sûrement très agréable pour les adultes, de l'obéissance à court terme, mais qui va aller détruire la confiance à long terme et qui donc indirectement va aller aussi détruire la protection de l'enfant qui sera en danger mais qui ne le dira pas. Après, il ne faut pas non plus, je pense... même si on a très envie, aller mettre encore une fois la responsabilité sur les épaules de l'enfant de parler. C'est pas la responsabilité de l'enfant de parler, c'est la responsabilité de l'adulte d'écouter. Encore une fois, c'est à nous de tout mettre en place pour que les conditions soient réunies. Après, il y a des enfants qui parleront pas. Ça restera quand même, faut le dire aussi, quoi, hein, ça ne règle pas forcément tout. D'avoir une relation de confiance. Mais c'est la relation de confiance qui doit être, en fait, on doit mettre toutes les billes de son côté, en fait, concrètement. Mais encore une fois, c'est la responsabilité de l'adulte. Et ça, je crois que j'appuierai jamais assez dessus. Franchement, c'est la meilleure façon de conclure cet épisode. Merci vraiment à toutes les deux d'avoir participé à cet épisode. Et on peut vous retrouver sur Instagram pour vous suivre, donc @EveSimonet et @MarionKirk. Vous venez d'écouter un épisode de Paillettes et Préjugés. Paillettes et Préjugés est un podcast 100% indépendant, gratuit et sans publicité. Il existe grâce à vos dons. Merci à toutes les personnes qui le rendent possible.